Hi guys, c'est parti pour la review de l'épisode 10 de la saison 5 de Vikings, le mid-season finale. Et je pense que vous en doutez, j'ai adoré l'épisode, j'ai trouvé qu'il était juste magnifiquement réalisé, j'adorais tout ce qui était photographie, toutes les transitions, l'ambiance sonore, j'ai aimé beaucoup de choses. Alors effectivement, c'est un épisode qui est un petit peu brouillon parce que les chronologies sont complètement mêlées. Je pense que ce choix a été fait tout simplement parce qu'on pouvait pas nous refaire encore une bataille telle qu'elles ont déjà été montrées plusieurs fois dans cette saison. Là, il fallait clairement un changement de style et puis en plus, niveau budget, surtout par rapport à la scène avec les squelettes, on en reviendra un petit peu plus tard, mais niveau effets spéciaux, ça a pu coûter un petit peu cher. Niveau figurant, j'imagine même pas non plus. Au début, j'ai pensé que j'étais spoilée parce qu'il y a des petits malins qui se sont amusés à aller sur ma review d'épisode 9 en disant soi-disant des spoilers. Au final, rien ne s'est passé comme ils disaient. Heureusement, parce que là, j'avoue que j'avais la haine. J'avais l'impression de déjà tout savoir, alors qu'en fait, pas du tout. Heureusement, donc il s'agissait juste de trolls et pas de spoil, ou peut-être de mauvaises informations qu'ils ont eu, je ne sais pas. Alors, ce qui est intéressant, c'est chronologiquement, à chaque fois qu'on a l'impression que tel événement se passe à tel moment, c'est pas du tout le cas. Je vais prendre l'exemple, par exemple, de la mort d'Halfdan. On a l'impression que comme c'est en début d'épisode, on a l'impression que c'est vraiment au début de la bataille. En fait, il s'avère que c'est vraiment à la toute fin de la bataille, avant que tout le monde batte en retraite. Donc on a tous les passages avant la bataille, avec le chant d'Halfdan et d'Harald qui donne des frissons. Je trouve que c'était vachement bien. On a le plan avec le corbeau. Alors le plan avec le corbeau est pas anodin, et justement ça fait référence à ce que va dire le voyant plus tard, en disant que même les dieux pleurent devant ce spectacle. Le corbeau qui peut être Hugin ou Munin, vous savez, donc un des deux corbeaux d'Odin. Donc c'est vrai que c'est le genre de détails qu'on fait attention quand on voit une deuxième fois l'épisode, c'est pas forcément évident, mais j'ai trouvé que c'était quand même super intéressant. On a une Agartha qui est énormément mise en avant, vraiment qui est majestueuse, qui est incroyable, et surtout la mise en scène est juste géniale en fait. Les placements des acteurs, à un moment donné on voit l'Agartha avec derrière Bjorn et Ube qui arrivent, je trouve que ça fait vraiment épique. On a tous les plans avec l'Agartha où on a la caméra qui arrive de loin comme ça vers un gros plan et ça passe de flou à très net, et je trouve que ça rajoute encore plus de tension avant la bataille. Donc on a de très nombreux figurants, donc ça fait énormément de costumes à faire, d'accessoires et tout ça, donc là il y a un travail là-dessus qui est toujours aussi génial, mais là je trouvais qu'on le voyait encore plus. Et même les détails des costumes, on voyait un petit peu plus près le costume d'hiver, il y a même voilà cet effet d'usure un peu qui est vraiment bien fait. On se dit mais quand c'est une bataille comme ça, il doit faire les costumes à la va-vite et tout, pas faire attention aux détails. Au final non, même ça a été extrêmement travaillé. Et l'ambiance sonore, j'ai adoré également, les tambours qui rythmaient les transitions pour dire bah voilà, la bataille elle va arriver, donc en fait c'était surtout pour faire la transition entre les flashbacks et le moment présent. On avait pas mal de choses comme ça, des rythmes de tambours différents en fonction des événements, mais aussi ce qui ponctuait beaucoup l'épisode, avec qui ponctuait c'est un peu paradoxal parce que normalement c'est censé être des choses assez épiques ou quoi, et en fait ce sont des silences qui arrivent au bon moment, c'est-à-dire lorsqu'il va y avoir une mort, lorsqu'il va y avoir des adieux, ce genre de choses. C'est un épisode qui est très spécial, donc soit ça passe, soit ça casse, parce que c'est vrai que c'est un épisode qui est quand même assez lourd, il y a beaucoup de morts, c'est quand même très sérieux. C'est vrai que forcément on va pas toujours savoir où on en est parce que les chronologies s'en mêlent et tout ça. Il y a des personnages qui vont mourir, on avait envie justement qu'ils vivent encore plus longtemps, et je vais en reparler plus tard, mais c'est vrai que je me suis sentie quand même frustrée par rapport à certaines morts. Donc je peux comprendre si vous allez me dire dans les commentaires que vous n'avez pas forcément aimé, c'est vrai que c'est spécial. Moi par contre j'ai vraiment adoré, je pense que voilà, comme j'ai dit, ça passe ou ça casse, moi j'ai vraiment adhéré au truc. Nous avons donc le droit à un dialogue d'avant-guerre entre Hvitserk et Ivar, et là ça revient encore sur le tapis. Ube, alors finalement Hvitserk, est-ce que t'es pas sûr de regretter? Je sais pas. Hvitserk au début il dit non, et puis au final une fois qu'il se sent menacé, il dit bah oui c'est vrai que je regrette un petit peu. Bon finalement on a mis enfin les pieds dans le plat, on sait finalement ce que pense Hvitserk, et il était temps parce que faire à chaque fois des ronds de jambes ça allait 2 minutes, là c'était plus possible, et Hvitserk avait tendance à m'énerver un petit peu. Là on sait que quand même il regrette très souvent le fait d'avoir quitté Ube. Donc Ivar les fait remarquer, il sait très bien que c'est par intérêt que Hvitserk l'a suivi. On peut se douter que Hvitserk a quitté Ube tout simplement pour l'embêter parce qu'il le considère un petit peu comme son chien, mais aussi parce que Hvitserk avait quand même des ambitions qui pouvaient être compatibles avec celles d'Ivar, et donc forcément c'était plus intéressant. Donc on a la révélation maintenant qu'il s'agit tout simplement d'une alliance d'intérêt et que c'est pas par amour qu'il a rejoint Ivar. Bon, il s'agit quand même pas de la révélation du siècle parce que bon, on sait très bien que Hvitserk et Ube étaient quand même très proches, et qu'Ivar c'était un petit peu le vilain petit canard qui était un petit peu spécial, qui a tué quand même un enfant dans sa jeunesse, donc voilà, c'était en plus le chouchou de maman. Donc forcément, c'était pas non plus le frère le plus aimé, donc c'est pas non plus une révélation de malade. Dans cet épisode, il va y avoir de nombreuses visions, c'est-à-dire des moments où la bataille va s'arrêter l'espace d'un instant pour certains personnages et qui vont vivre d'autres choses, vont se souvenir d'autres choses, et à chaque fois ce sont toujours des moments qui arrivent, des moments qui leur tiennent
particulièrement à cœur. Halfdan, ça va être le désert. J'ai particulièrement aimé la transition entre le moment où il prend la terre comme ça entre ses mains et là il se croit au Maroc dans les dunes. Le sable qui glisse dans les mains, je trouve ça magnifique en disant oui, là ça c'est la vie, ça c'est la mort. On a Hvitserk qui se souvient d'avoir sauté du bateau pour rejoindre Ivar. On comprend maintenant qu'il le regrette, donc c'est encore un moment. Je pense que c'est clairement le risque accru de mort qui leur fait faire ces visions-là. Ils se rappellent de ce qui est important, de peut-être des choses qu'ils regrettent parce que si demain ils meurent, il y a des choses peut-être qu'ils auraient voulu changer, des choses qu'ils auraient voulu continuer à faire, comme Halfdan qui a adoré découvrir de nouvelles contrées et tout, aller au Maroc, c'était quelque chose d'extraordinaire pour lui, il le dit à Björn. Hvitserk qui regrette d'avoir quitté Ube, ou si Ube le tuait, il regretterait énormément. Ube épargne donc Hvitserk, ce qui n'est pas étonnant. En plus, Ube on le voit très très peu dans cet épisode, je ne sais pas pourquoi, on en entend parler à chaque fois, mais c'est peut-être le personnage qu'on voit le moins dans cette bataille, peut-être parce que clairement on s'en fout actuellement. Et Hvitserk qui va tuer Guthrum. Alors autant je trouve que toutes les morts de personnages assez important étaient plutôt respectueuses parce que souvent c'était des frères, souvent c'était des amis, ou des amantes, etc. Là pour le coup, entre Hvitserk et Guthrum, il n'y avait pas de lien particulier, donc du coup la mort était pas respectueuse, c'était juste une mort de guerrier quoi, enfin sur le champ de bataille, très clairement, normal. En plus on voit Hvitserk après quand il s'éloigne, il a l'air content de ce qu'il a fait. Le problème étant que Torvi a vu que c'est Hvitserk qui a tué Guthrum, que Torvi se rapproche d'Ube, Ube a dit en plus qu'il aimerait que ce soit la mère de ses enfants et tout, il a préféré que ce soit elle plutôt que Margaret, donc en plus ils ont une petite idylle ensemble qui peut potentiellement continuer, mais sachant que Hvitserk a tué son fils, la liaison entre Torvi et Ube risque d'être assez compliquée, parce que imaginons que Hvitserk finalement retourne du côté de la Gartha, de toute façon Torvi va quand même vouloir le buter. Donc ça s'annonce assez compliqué pour Hvitserk, et puis surtout pour la relation entre Torvi et Ube. Si on parle de Torvi, on va forcément parler de Margaret, et j'ai un problème avec ce développement de personnage, parce que pourquoi en fait justifier sa méchanceté par le fait qu'elle est cinglée? Effectivement, on n'avait plus trop de personnages qui faisaient des visions, comme c'était le cas pour Siggy ou pour Aslo. D'ailleurs, à un moment donné, dans l'eau, j'ai l'impression d'avoir vu Aslo, je sais pas si c'est le cas pour vous, mais ça m'a fait très très bizarre. Donc elle a des visions de mort, elle croit prendre un mort dans ses bras, au final elle prend un bout de bois, bon moi ça m'a fait rigoler, j'ai trouvé ça d'un ridicule, c'était énorme, parce que déjà que j'aime pas le personnage, donc si on peut la ridiculiser, ça me va très très bien. Mais finalement, on officialise le fait qu'elle est folle, ce qui était pas forcément prévisible. Le changement de santé mentale, il était clairement pas prévisible en fait. Qu'elle soit méchante, c'était sûr, qu'elle soit très spéciale, vicieuse et tout, c'est une chose, mais être vicieux et être fou, pour moi, c'est pas du tout la même chose. Donc là, j'ai l'impression qu'on fait un amalgame entre les deux. Parce qu'elle est folle, elle est vicieuse en fait, ou parce qu'elle est vicieuse, elle est folle. Enfin, je trouve que c'est pas cohérent. À la limite que son état se dégrade au fur et à mesure, je le rêvais, parce que tout d'un coup, elle est en train de dire au gamin, oui, de toute façon, pensez que votre mère elle est morte, votre mère elle est morte, alors que l'épisode d'avant elle avait l'air saine d'esprit, juste totalement méchante et vicieuse très clairement. Et là en 2 épisodes maintenant elle est totalement cinglée, donc bon, c'est un peu n'importe quoi. Donc elle va voir le voyant et là une discussion qui est très très intéressante. Margaret demande donc si Ube va être roi de Kattegat, le voyant lui répond que non. Elle va demander si elle va être reine, il lui répond que non. Néanmoins, il va répondre quand même que Ube sera roi peut-être de quelque part d'autre, mais en tout cas, quand elle a demandé si elle allait être reine ou pas, elle a pas dit reine de Kattegat, donc ça veut dire pour moi qu'elle va pas être reine du tout, parce qu'elle a pas dit oui, est-ce que je vais être reine de Kattegat, et il aurait dit non, et elle a dit est-ce que je vais être reine, il a dit non. Donc ce qui veut dire que Ube sera certainement roi de quelque part, et que elle ne sera plus reine, peut-être qu'elle sera morte parce que Torvi l'aura buté, ou peut-être même Ube, ou peut-être tout simplement parce que Ube l'aura quitté. Et je voulais revenir sur une des choses que disait le voyant à Margaret, c'est-à-dire qu'un jour les fous domineront le monde. C'est la phrase que j'ai trouvée la plus intéressante dans cet épisode, c'est vraiment une phrase qui m'a touchée dans le sens où j'ai vraiment l'impression qu'on revenait dans le monde moderne. Il y a eu des choses comme ça, un petit peu comme les dialogues qu'il y avait eu entre Egbert et Ragnar qui étaient très intéressants, qui touchaient un peu au monde moderne, au monde actuel, qui touchaient spécifiquement le téléspectateur. Et le fait que le voyant dise un jour les fous domineront le monde, j'ai l'impression que c'était quand même un petit tacle à certains dirigeants de certains pays qu'on va pas nommer, parce que je pense que vous voyez déjà de qui je vais parler, qui se tirent un petit peu la bourre et qui peuvent risquer juste le destin de l'humanité à peu près. Je trouve que ça faisait beaucoup référence à ça, des gens qui vont dominer le monde et qui vont risquer la vie des gens en faisant des choix totalement débiles et égocentriques au possible. Comme quoi voilà, c'était finalement le voyant est plutôt lucide sur ce qui se passera dans les siècles à venir. J'ai trouvé ça très très intéressant. Et là j'ai vu un petit message politique, c'est pas toujours qu'on en voit, mais là clairement on a senti le petit message politique qui allait bien. À la fin de l'épisode, je me disais que en
enfin Torvi allait pouvoir découper Margaret en morceaux, j'attendais que ça, et non, ça s'est pas passé, mais bon, au moins elle a pas tué les enfants, ce qui est déjà bien, mais après ça va comme une folle. Bon, j'ai fait là, vous allez très loin, là, en quelques temps, elle devient totalement tarée, je sais pas ce qu'elle a comme maladie, de schizophrénie ou de je ne sais pas quoi, de trucs paranoïaques, je sais pas. Mais en tout cas, là, elle est partie en live en très peu de temps. Nous avons une scène d'adieu émouvante entre Björn et Snefrid qui allait être sa femme, ou peut-être qu'il est devenu, mais bon, en tout cas, on n'a pas vu la scène, donc je pense qu'elle était encore fiancée très clairement. J'ai trouvé que c'était plutôt pas mal fait, justement le fait quand elle meurt et qu'après, justement le moment où elle meurt, elle est en train de regarder Björn pour la dernière fois, il se regarde pour la dernière fois, et cette transition là qui est intéressante. Et par contre, il y a un plan qui est totalement what the fuck. Je ne sais pas pourquoi les plans séquences étaient réservés à ce personnage, mais mon dieu, comment elle se bat archi mal. Alors oui, je veux bien qu'on nous fasse ce coup de oui, bah c'est une femme normale, hein, c'est pas non plus une ninja, donc elle se bat comme elle peut et tout, en lançant son truc, je veux bien. Mais là, ça faisait tellement nul, enfin je veux dire, à aucun moment, avec la force qu'elle déploie avec son bras, elle peut tuer quelqu'un en fait, je veux dire, ou même l'assommer, ou je ne sais pas, en fait, le mec qui récupère la corde et en fait ce qu'il veut. À un moment donné, elle monte ça à un mec et tout, enfin c'était n'importe quoi. Alors autant le plan séquence c'était intéressant, autant l'actrice, je sais pas, elle s'est pas entraînée, il y a eu un délire, mais en tout cas c'était archi fake. Ça m'a sorti de l'épisode très clairement tout ce moment, pourtant j'ai trouvé que le plan séquence c'était une très très bonne idée. Et d'ailleurs on retrouve un plan séquence à la fin lorsque Björn et tout le monde en fait battent en retraite et donc passent par la forêt pour rentrer à Kattegat. Bah justement il va découvrir le corps de Snefrid et justement il y a un plan séquence de la troupe jusqu'au moment où Björn se penche sur elle en pleurant. Björn qui va pleurer pour Snefrid mais qui ne va pas pleurer pour Guthrum. Bon parce que c'est pas son vrai fils, tout ça, alors que bon il a quand même élevé comme son fils et tout ça, donc je comprends pas trop. Une nana qui connaît depuis 2 semaines est en train de chialer, mais par contre Guthrum pas trop, parce que de toute façon ils vont se retrouver au Valhalla. Donc un personnage qu'on nous a introduit quelques épisodes auparavant pour le faire mourir quelques épisodes après, et c'est le cas pour beaucoup de personnages. On va parler d'Halfdan, donc comme je disais, le chant au début qui était quand même très très émouvant entre Halfdan et Harald, pour faire comprendre, bah oui c'était 2 frères qui allaient se combattre. Comme j'ai dit, j'ai bien aimé le coup de la vision avec quand ils se croient dans le désert et tout ça, j'ai trouvé ça super joli. Halfdan c'était un personnage que j'aimais énormément, vraiment, c'est-à-dire que demain on faisait une série avec Halfdan en personnage principal, je regardais la série, je trouvais que l'acteur avait un truc, vraiment, il avait pas un charme, mais je sais pas, il était mystérieux, il y avait quelque chose qui m'attirait et qui me donnait envie de découvrir encore plus le personnage. J'aimais ce côté mystérieux, j'aimais ce côté un petit peu imprévisible, ce côté bon derrière cette carapace un petit peu flippant, parce qu'il a un physique quand même qui fait très peur, mais derrière c'est un personnage qui est tellement intéressant, c'était le personnage le plus intéressant à développer pour moi dans toute cette série, parce que bon, il y a beaucoup de personnages qu'on connaît déjà, mais Halfdan, je suis déçue, même si je m'attendais à ce que ce soit le cas, parce que Halfdan en tant que frère d'Harald, bah il n'existe pas, hein. Halfdan c'était soit le père d'Harald en tant qu'Halfdan, il n'y a pas de Halfdan frère de Harald, donc du coup je m'attendais au fait qu'il puisse mourir. Maintenant Harald qui tue son frère, oui parce que l'honneur, etc. Bon, c'est un petit peu spécial. Et tout comme Hvitserk, ce qui est intéressant, c'est qu'Halfdan ne va pas se défendre lorsque son frère va l'attaquer. Autant Ubbe va épargner son frère, autant Harald ne va pas épargner son frère, parce que de toute façon là il est les rois et il veut quand même conquérir tout le pays. Il y a quand même une question d'honneur, une question de fierté et tout, et forcément quelqu'un qui l'a trahi, bah, il va pas laisser en vie même si c'est son frère, et de toute façon il avait juré de le tuer. Mais néanmoins j'arrive pas à comprendre. Après voilà, il y a toujours la question de oui, de toute façon on va se revoir au Valhalla. Et là il y a 2 lectures possibles. Pour la personne, le téléspectateur qui croit vraiment à la vie éternelle et tout ça après la mort, bah du coup ils se disent bah oui finalement ils ont raison, parce que de toute façon c'est vrai que la vie est un passage court sur terre, un succinct, et de toute façon on se retrouvera tous dans une vie éternelle. Et il y a la deuxième lecture qui est bah ouais mais en fait il y a rien après la mort, donc en fait de toute façon ils se trompent et en fait ils ont tué juste des personnes qui reverront plus jamais. Donc très clairement si on croit pas à la vie après la mort, c'est hyper cruel de regarder cet épisode, ça fait ultra mal au cœur. Et après si on se dit bah non mais finalement il y a vraiment quelque chose et tout après la mort, et effectivement ils ont raison et tout, c'est assez différent, c'est un peu plus poétique et tout, donc il y a vraiment 2 écoles et je trouve que c'est intéressant par rapport à ça. Il en va de même pour Astrid qui va mourir dans cet épisode. Ce que j'en pense, c'est que c'est dommage parce qu'il y avait toute la question avec le gamin qu'il avait vu coucher avec tous ses hommes et tout. J'attendais de voir comment Harald allait le savoir, justement ce qu'il allait savoir de la part d'Ivar, comment il allait prendre ça, est-ce qu'il allait faire du mal à Astrid, je sais pas. Ce qui est étonnant, c'est que depuis une éternité, des femmes essayent de se faire avorter. Alors souvent ça causait la mort, hein, parce que infection, parce que hémorragie, parce que voilà, elles se prenaient un petit peu comme elles pouvaient, hein, ça restait pas comme maintenant. Donc je suis étonnée qu'Astrid n'ait
pas essayer quelque moyen que ce soit plutôt que de mourir, enfin de se faire tuer par Lagertha, mais quelque part c'est assez poétique. Donc Astrid en début d'épisode qui va couper la tresse légendaire d'Harald qui est connu pour sa chevelure, voilà, quand même c'est quelque chose de mythique, hein, c'est très clairement ce qui fait le personnage, sa chevelure. Donc là elle l'a découpée parce que de toute façon au final Harald est devenu complet, il voulait sa femme, il avait dit de toute façon qu'il la couperait quand il trouverait la femme idéale, il a trouvé sa femme idéale, sauf que sa femme idéale, il va la perdre dans l'épisode et il ne va pas s'en rendre compte pendant cet épisode-là, donc pour l'instant on ne peut qu'anticiper sa réaction qui risque d'être assez forte, parce que là Harald il a tout perdu, il a perdu son frère, il a perdu la femme de sa vie avec son futur enfant. Ça va être dur à avaler, et surtout qu'il y a d'autres choses qui vont arriver par la suite je pense. Astrid refuse donc de tuer Lagertha et ne veut pas vivre avec cet enfant, donc elle fait semblant d'attaquer Lagertha et donc là se fait en plus, c'est encore plus imagé puisque Lagertha transperce le ventre dans lequel elle porte un enfant. Et juste avant on a Lagertha qui dit de toute façon je sais que tu m'as toujours aimé, tu m'as toujours été fidèle et tout. Bon, là, on a Astrid qui ne nie pas la chose, donc effectivement, oui, elle a toujours été fidèle et tout. Pour moi, de toute façon, Astrid allait jouer le jeu un maximum, mais jamais je la voyais tuer Lagertha, tout comme je ne voyais jamais Halfdan tuer Harald, alors même s'il jouait le jeu ou quoi que ce soit. Donc c'était deux personnages pour moi qui n'allaient pas tuer des personnes qu'ils aimaient, ça c'était clair. Maintenant, voilà, de se faire tuer parce qu'elle veut pas porter son enfant, parce qu'elle a peur que Lagertha se fasse tuer ou ce genre de choses, bon, non, franchement Astrid c'était elle était encore à développer quoi, parce que là les personnages féminins, Torvi c'est un peu, c'est pas super intéressant ce qui lui arrive. Margaret désespère, c'est pas possible. Il reste Lagertha quoi. Va falloir nous sortir d'autres personnages un petit peu plus, voilà quoi, un petit peu plus péchus parce que là Astrid elle avait du caractère, voilà il y avait toute une histoire, tout un background à travailler derrière. Mais bon, du coup tous les personnages, enfin du côté de Lagertha en tout cas ça c'est sûr, ont perdu quelqu'un. Lagertha a perdu Astrid, à la fin de l'épisode ça va la dévaster. Björn a perdu sa femme, Torvi a perdu son fils, donc là clairement c'est l'hécatombe, tout le monde revient dans un état juste lamentable. On a quand même Lagertha qui est quand même encore un lien avec Haemon, surtout qu'Astrid maintenant est morte. Alors est-ce qu'on nous fait mourir Astrid pour vraiment nourrir cette relation Haemon-Lagertha? Je sais pas trop, puisque Haemon en plus a nargué Ivar n'a pas du tout apprécié et je pense que dès qu'il va pouvoir se venger, ça va être chaud pour lui. En tout cas on n'aura jamais vu une Lagertha aussi peu sûre d'elle, elle pense qu'elle va mourir. Alors on a Haemon qui au contraire lui, de toute façon je vais pas mourir aujourd'hui, tu vas pas mourir aujourd'hui non plus, je suis pas prêt. Il croit encore au fait qu'il puisse être maître de son destin et donc pense que Lagertha aussi. C'est vrai que c'est intéressant, c'est que quand même Lagertha commence à avoir des sentiments pour lui puisqu'elle est en train de se dire finalement si on meurt on va jamais se revoir parce que de toute façon on a des paradis différents. Nous on a le Valhalla, toi t'as le paradis. C'est un petit peu la même réflexion que se faisait Ragnar à Athelstan, donc je trouve que c'est encore un miroir qui est assez intéressant. En tout cas j'ai hâte de voir comment peut évoluer cette relation, comment Haemon va réussir à ressaisir Lagertha qui ressemble à un fantôme, carrément cadavérique, là les cheveux on dirait les cheveux de Daenerys, c'est un peu des blonds tellement platines qui sont argentés, on dirait vraiment un fantôme. Même Björn il est surpris de l'avoir comme ça, elle est vraiment au plus bas, là je pense qu'elle a même plus envie de gouverner, la mort d'Astrid l'a dévastée, donc ça va être dur de la remettre sur le droit chemin et de la faire, lui donner à nouveau envie de vivre, et j'espère que Haemon va être là pour faire tout ça et que Björn va être à ses côtés, qu'il va pas s'en aller par la suite, parce que vu que maintenant que sa femme est morte, il peut très bien avoir envie de repartir. En plus Halfdan est mort aussi, donc je sais pas qui va repartir, il va falloir qu'il trouve de nouveaux compagnons. En tout cas ce qui va se passer c'est que Lagertha, Björn et les autres, comme le dit Björn, ils vont devoir de toute façon quitter Kattegat, Kattegat n'est plus à Lagertha. Là clairement la défaite elle est totale. En tout cas Ivar se sera bien amusé pendant toute la bataille, il aura pris ça comme un jeu, il joue clairement avec la vie des gens, et d'ailleurs pour lui quand il regarde le champ de bataille ce ne sont que des squelettes, ce ne sont que des futurs morts, ce ne sont que des pions sur un échiquier et c'est lui qui mène le jeu. À un moment donné on a Björn qui demande à ce que des flèches soient lancées vers Ivar et Ivar esquive toutes les flèches. Et à quoi ça nous fait penser? Ça nous fait penser quand même dans le début de la saison quand Haemon passait à travers les flèches lui aussi. Donc voilà, un petit miroir que j'ai trouvé assez sympa. Björn qui ne comprend pas comment Ivar a pu esquiver ses flèches. À un moment donné on le voit tout seul et tout, enfin avec 3-4 personnes. Et là on a tous les francs qui arrivent. Bah oui, son plan c'était de faire venir les francs au dernier moment. C'est une technique qui s'est avérée très payante. Et en fin d'épisode, bon, on va dire que je me suis fait un peu spoiler le truc parce que je suis l'acteur sur Twitter, Instagram et tout ça. Effectivement, Rollo est arrivé.
Je me doutais qu'on allait voir le petit truc à la fin d'épisode, vraiment à la fin de la première partie de la saison, et vraiment on allait voir en deuxième partie de saison. Donc un Rollo qui a vieilli, un Rollo qui vient vraiment en conquérant, et d'ailleurs on se rappelle d'une petite phrase qu'a dit Bjorn, et j'ai oublié de la dire dans la dernière review. Bjorn fait référence au fait que Rollo a assez conquis de territoire et qu'il n'a pas besoin encore d'un autre territoire, ce qui peut nous faire penser qu'il va y avoir un conflit entre Rollo et Harald, puisque Rollo pourrait peut-être tout simplement avoir envie de récupérer Kattegat pour lui, puisqu'Ivar peut-être n'en veut pas forcément, de toute façon Rollo le donnerait à Ivar une fois qu'il mourrait ou je ne sais quoi, peut-être lui laisserait la gérance. Harald c'est pas son ami, il lui doit rien du tout, c'est pas lui qui vient aider mais c'est Ivar, et pourquoi pas Rollo voudrait en fait une petite revanche sur son frère, même s'il n'est plus là. Bah oui, mais au final je voulais devenir roi, et je voulais devenir important, je voulais être le chef de Kattegat. Bah maintenant que mon frère est mort, je peux récupérer ce territoire. Maintenant la question c'est est-ce que Rollo va tuer Lagertha? Bjorn ne tuera pas, ça on le sait de toute façon. Lagertha, je pense pas non plus qu'elle mourra, ça m'étonnerait très fortement pour des tas de raisons que je vais pas expliquer. Je pense qu'on pourrait avoir quelque chose comme Rollo qui mettrait celui qui veut comme chef de Kattegat, mais ce serait quand même lui le roi de Kattegat, ce serait lui qui ferait ce qu'il veut, en fait la personne qui y serait un pion. Donc à savoir, est-ce qu'il y serait Lagertha? Je crois pas. Est-ce qu'il va y mettre Ivar? C'est ce qui semble le plus probable, en tout cas je le vois pas tuer Lagertha, donc je pense qu'on va l'avoir encore longtemps. Peut-être va-t-elle conquérir d'autres territoires, va-t-elle aller ailleurs, va-t-elle faire d'autres choses? Je l'espère, étant donné que le personnage dans la vraie vie, on connaît pas grand chose d'elle, ça va être très compliqué de savoir ça. Mais clairement, là, si on n'avait pas vu Rollo dans cet épisode, par contre, j'aurais trouvé qu'il y avait clairement un truc qui manquait et j'aurais trouvé ça décevant. Déjà que je suis frustrée par la mort d'Halfdan, mais vraiment à mort. Astrid, je trouvais qu'elle méritait d'être vraiment bossée. Autant Guthrum, je m'en fiche un petit peu, mais c'est un peu dommage. Mais bon, je m'en fiche totalement. Là, pour le coup, Rollo qui revient, sachant qu'en plus, alors là, on va partir en Islande. Floki est en train de consoler Eyvind qui fait le deuil de son fils. Floki le sait, Eyvind aura forcément des envies de vengeance et donc il veut prévenir ça. Donc il fait comprendre effectivement que lui aussi, il lui est arrivé des drames, qu'il a perdu des gens et tout, que c'est triste, mais que bon voilà, clairement, bah là ils sont battus pour quelque chose de meilleur. Lui, ce qu'il voulait tout simplement, c'est que toutes ces personnes-là vivent sur cette terre, voilà, en plein bonheur et tout, sur cette terre qui est bénie des dieux, et qu'il n'avait aucun objectif personnel que celui de servir le bonheur du peuple et de servir surtout les dieux. Ça va coûter beaucoup à Floki de le dire. Il va lui proposer donc le poste de porteur de loi, c'est quand même le plus haut grade dans cette colonie, enfin dans cette civilisation. Alors que bon, c'est très bien qu'Eyvind c'est pas le meilleur pour ce genre de choses parce que très clairement il peut abuser de son pouvoir. Il va donc lui proposer le poste de porteur de loi puisqu'il le sait, il veut la gloire, donc il veut lui donner ce qu'il veut en échange de ne pas avoir de représailles, de ne pas faire de vengeance parce que sinon ça va faire un cycle sans fin. Un tel tue une personne, l'autre famille va tuer telle personne, etc. etc. Bon, on se doute bien qu'Eyvind ne va pas accepter, qu'il va quand même se passer des choses. Alors à un moment donné, je me demandais si Thorgrim ne s'était pas suicidé, mais bon, je me dis quand même dans une source de jaune, c'est quand même pas si facile, donc non, effectivement, Eyvind a bien tué Thorgrim. Et là, le choc, le fait que Floki dise que de toute façon, il va falloir faire un sacrifice, je me suis dit, mais au final, peut-être il peut mettre Eyvind, parce que c'est quand même à partir de lui que les choses ont commencé à très mal tourner. Et non, Floki prend ses responsabilités, il dit que c'est lui qui les a amenés là, c'est lui qui était responsable de tout ça, et s'il faut faire un sacrifice humain, eh bien, il va se sacrifier lui-même. Donc vous demandez tous, est-ce que ça va vraiment arriver? En tout cas, là, clairement, on finit sur un petit cliffhanger entre Floki, va-t-il vraiment se sacrifier, et Rollo, qu'est-ce qu'il va faire de Lagertha, Bjorn et les autres? La question c'est si Floki meurt, si Lagertha meurt, bon bah il reste plus grand monde dans les anciens, il restera plus que Rollo et Bjorn. Ça risque d'être un petit peu light pour quelque temps, parce que bon on a quand même Ragnar qui est mort dans la saison d'avant, donc ça fait quand même beaucoup de morts importantes. Je pense très fortement que Floki ne survivra pas cette saison, il est possible qu'il se sacrifie ou qu'il se fasse tuer, je sais pas, en tout cas d'une façon ou d'une autre, je pense qu'il va mourir dans cette saison. Là je vais vous lancer un gros spoiler, vous pouvez arrêter la vidéo là si vous voulez pas vous faire spoiler. Je pense très clairement que Floki ne va pas survivre à cette saison 5 puisque l'acteur est maintenant dans la saison 2 de Westworld et le calendrier de ce que j'ai vu, je suis pas trop certaine des dates exactes, mais en tout cas de ce que j'ai vu, le tournage de la saison 6 de Vikings et le tournage de la saison 2 de Westworld, ce sont quand même, il y a des moments où c'était en même temps. Donc à moins qu'il y ait un personnage vraiment très minime dans Westworld saison 2, je pense qu'on peut dire au revoir à notre petit Floki de Vikings. Par contre, je pense que Lagertha ne survivra à cette saison 5 puisque Catherine Winnick va diriger plusieurs épisodes de la saison 6, dont certains seront focalisés sur Lagertha et sur son introspection. En conclusion, j'ai beaucoup aimé la réalisation de cet épisode. Maintenant, je suis très frustrée par
la mort d'Halfdan, un peu frustré par la mort d'Astrid. Va falloir nous renouveler des personnages derrière qui vont assurer. Bon, déjà le retour de Rollo, ça comble un petit peu le truc, mais il va falloir qu'il reste. Je pense que là clairement on va le revoir pendant un bon moment, je l'espère, parce que sinon il va y avoir un vide énorme. On nous fait mourir Ragnar, on nous fait mourir des personnages qu'on commençait à apprécier. Là il y a beaucoup de morts en un épisode, c'est quand même très chaud. J'espère qu'ils vont réussir à me consoler parce que là Halfdan, j'avoue que... Là je trouve que c'est un très très mauvais choix. Je suis très déçue, je suis très frustrée par rapport à ça, c'est le gros bémol de cet épisode. Voilà pour cette première partie de saison 5 de Vikings, que j'ai trouvé très bien. Néanmoins, il y a quand même quelques trucs qui m'ont un petit peu énervé. Là, clairement, j'ai l'impression de m'être fait un petit peu avoir. J'ai eu clairement l'impression qu'en fait, ces 10 épisodes étaient une introduction à la saison, en fait, puisqu'on nous a développé des personnages qu'on fait mourir, alors que de toute façon, on les connaissait pas avant, donc quel était l'intérêt de les connaître, puisque de toute façon, ils vont mourir, si ce n'est que de remplir l'espace. Alors voilà, Halfdan, on nous a développé, il meurt. On nous développe ensuite Astrid, elle meurt. Bon, c'est vraiment du remplissage, j'ai un petit peu de mal avec ça. Surtout, ça laisse vraiment un côté frustré, je le dis encore une fois. Mais du coup, voilà, on comprend pourquoi ils ont développé ces personnages et ça fait assez mal au cœur. Maintenant, c'était quand même, niveau réalisation, c'était vraiment très bien. Les acteurs sont toujours extrêmement incroyables. Je suis contente que Jonathan Rhys-Meyers soit encore là à la fin de la mi-saison parce que clairement, vu tout ce qu'on m'avait raconté, je sais pas si c'était des spoilers ou théories ou quoi, pour moi, il survivait même pas à 2 épisodes. Donc à chaque fois, je fais, il a survécu. Donc ça va, je suis plutôt contente. Donc ouais, je suis plutôt satisfaite, très frustrée, mais plutôt satisfaite. C'est vrai que Vikings, c'est quand même une des meilleures séries qu'on a actuellement, donc c'est compliqué de trouver des défauts, mais il y en a, et quand il y en a, faut le dire. Là, pour le coup, voilà, le remplissage, j'ai un petit peu les boules, je vous avoue, j'ai un petit peu les boules d'avoir vu tous ces développements de personnages pour au final les faire mourir quelques épisodes après, surtout quand on commence vraiment à s'attacher. Là, j'étais comme ça là pour Halfdan, et là, vous m'avez coupé au sommet, quoi. Donc voilà, je pense que ça va être le drame de ma vie et je sens que je vais en reparler encore très longtemps. Voilà, pour des gens, il y a Athelstan et pour moi, il y a Halfdan. Voilà, clairement, c'est ma plus grosse déception. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode, de cette première partie de saison 5. Est-ce que ça augure de bonnes choses pour la deuxième partie? Et on se retrouve bientôt avec d'autres vidéos. Il y aura encore des vidéos sur Vikings et sur bien d'autres séries. Et voilà, à bientôt. Salut!